Deuxième vidéo, nous sommes le 15 avril 2022, j'ai toujours pas changé d'endroit, on est toujours au même moment. Cette fois, je vais aborder comment je vais m'y prendre pour ma zone de culture. Petite mise en contexte, on a un terrain qui est en long et on a défini 4 zones de culture, en plus de toutes les parcelles plus sauvages où on plante des arbres et puis on laisse les herbacées faire leur cycle. En dehors de ces zones plus sauvages, on a des zones de culture où vraiment on fait des annuels pour se nourrir, basiquement, parce que vous la connaissez sûrement la théorie, mais une forêt-jardin, on peut soit planter des arbres et revenir 20 ans après pour ramasser les fruits, soit planter des arbres et cultiver autour des arbres tant qu'ils ne font pas d'ombre. Comme ça, dès la première année, on a des productions. Et puis, plus les arbres grandissent, plus soit on les taille, soit on réduit les tailles des cultures autour. Donc je disais, on a 4 zones. Dans notre association, on est plusieurs, on s'est un peu réparti chacun ses zones. C'est pas type potager collectif de ville, enfin, on n'est pas chacun chez soi, mais chacun organise sa zone comme il veut. Donc moi, je vais vous parler de l'organisation de ma zone, qui se trouve à côté d'arbres fruitiers, à côté de noyers, et quand même super bien exposé, parce qu'il n'y a rien au sud. Donc, je rappelle, au cas où les gens n'auraient pas vu les premières vidéos de la chaîne, ça se fera sans eau, sans électricité, et sans moteur, sans pétrole. Je vous entends penser très fort. Wow, le fail. Sans eau, évidemment que si cette année c'est une année de grosse sécheresse, je vais pas faire le fier. C'est un risque, c'est comme ça. Si vraiment c'est la sécheresse intense, on a quand même quelques réserves d'eau comme j'avais expliqué. C'est pas impossible que j'aille mettre un arrosoir. Si je le fais, je vous en informe. Mais dans un contexte de réchauffement climatique et de perturbations systémiques au niveau organisationnel, enfin, comment les humains interagissent entre eux, c'est pas mal d'avoir des systèmes productifs les plus autonomes possibles et de ne pas devoir compter sur des aqueducs monumentaux, des systèmes d'irrigation complexes en tubes plastiques. Donc c'est le défi. Ça, c'est des images de ma zone. Ma zone. Je m'inspire beaucoup de tout ce qui se fait en agriculture syntropique, agroforesterie syntropique. Allez voir la chaîne Les Agronomes. Allez voir les vidéos d'Hervé Covez sur Vers de Terre Production, je ne vous refais pas la théorie. L'idée sur laquelle je me base, c'est de densifier les cultures, de varier les hauteurs des plantes, avec des plantes annuelles les plus hautes possibles et les plus basses possibles, aux mêmes endroits. Avec par-dessus un paillage le plus épais possible. C'est principalement ça. Et ça, on verra si c'est possible de faire, si mes plantes poussent, parce que c'est pas dit, de tailler au fur et à mesure les plantes. Et si j'en ai assez aussi, parce que si j'en ai pas assez, on verra. On verra, ça sera de l'expérimentation. Si j'ai assez de plantes, comme dans cette vidéo que je vous mets en description, en lien, c'est d'utiliser les plantes elles-mêmes qu'on pourrait récolter pour pailler et pour créer cette espèce de cycle d'auto... Allez voir la théorie. Des plantes, quand on les taille, elles émettent des hormones qui vont dans le sol, qui stimulent la croissance des plantes alentours. C'est ça l'idée. Je vous mets le nom de l'hormone à l'écran. Comment je vais m'y prendre?
Il va y avoir différentes cultures. Le maïs, qui est une des plantes clés qui monte haut et qui est assez verticale, je vais essayer, je ferai ça dans une vidéo, de le semer en prairie. Faire un sursemis, comme on appelle. Mais à la main, avec un bâton, en mode Maya. Tout ce qui est, toutes les autres plantes, disons un petit peu plus compliquées à faire grandir, j'imagine tournesol, les choux, je les fais en pot et puis je viendrai les planter dans la prairie, parce que comme vous l'avez vu c'est une prairie. Dans la prairie, petite plante, petite pelle à main et puis implantation en prairie. Les courges c'est important. Les patates c'est important. Et tout ça, l'idée c'est de faucher au fur et à mesure l'herbe et d'utiliser les tontes, enfin le foin, pour pailler une zone concentrée. De faire des spots comme ça. Parce que il faut par exemple 10 mètres carrés pour pailler, je sais pas, 1 ou 2 mètres carrés. On ne peut pas avoir 10 mètres carrés pour pailler 10 mètres carrés. Donc ça c'est l'idée générale. Après la suite, vous la verrez en image, je ne vais pas m'éterniser. Et au milieu de tout ça, évidemment, il y a toujours des jeunes arbres fruitiers qui poussent. Des semis-directs, des plantations, enfin plantations en l'occurrence on n'en a pas beaucoup, mais voilà. J'en ai pas parlé, mais évidemment un des objectifs aussi, vu qu'on fait tout à la main, c'est de minimiser le temps de travail, les efforts qu'on fait. Parce qu'au-delà de la flemme, c'est assez crucial. Enfin, disons, une technique qui fonctionne bien, elle ne devrait pas demander beaucoup de travail. Si ça demande beaucoup de travail, c'est qu'on fait quelque chose de faux. Évidemment, ça dépend de la plante, ça dépend des rendements qu'on attend, etc. Mais globalement, plus le système est optimisé, plus il est en accord avec les fonctionnements du monde vivant, moins il y a besoin d'entretien. C'est pour ça que les forêts jardins, c'est assez top. Ça prend du temps. C'est tout pour cet extrait sur mon planification d'implantation. Ciao.